Durant des millénaires, la première cataracte du Nil marque la frontière sud de l'Égypte. Au-delà s'étend une région convoitée par les pharaons de toutes les dynasties, y compris par Ramsès II, le plus célèbre d'entre eux, la Nubie. Chair immatérielle des dieux. La Nubie, c'est le pays de l'or, des mines de cuivre et de diorite, un univers de pierre et de sable, peuplé de créatures façonnées par les dieux du vent. Mystérieuse et fascinante Nubie, terre africaine, que traversaient déjà, il y a plus de 3000 ans, les caravanes du désert chargées d'ivoire et d'ébène, destinées aux temples et aux palais de la puissante Égypte. Le territoire de l'ancienne Nubie correspond aujourd'hui au sud de l'Égypte et à une grande partie du Nord-Soudan. Pendant 15 siècles du Nouvel Empire jusqu'à l'époque ptolémaïque, au tournant de notre ère, les pharaons bâtissent sur les rives du Nil d'innombrables temples et chapelles. En 1960, la construction du haut barrage d'Assouan et la formation du lac Nasser menacent de les faire disparaître à tout jamais. Une puissante mobilisation internationale, orchestrée par l'UNESCO, permet à l'Égypte de sauver in extremis la presque totalité des temples menacés par les eaux. En embarquant pour une croisière à bord du Nubian Sea, nous vous invitons à pénétrer le secret des mystérieux temples nubiens et à découvrir l'étonnante histoire de leur sauvetage. Assouan est sans aucun doute l'une des plus belles villes de la vallée du Nil. Malgré une extension liée à la construction du barrage, qui en fait avec 500 000 habitants la troisième ville d'Égypte après Le Caire et Alexandrie, Assouan a su conserver un caractère et une tranquillité toute provinciale. Aucun pont n'enjambe le Nil, large et paisible. Aussi, la navigation y est intense. Ferry, bateaux de croisière et les célèbres felouks, embarcations à une voile dont l'élégante silhouette est désormais associée à l'image de la ville. Autrefois simple moyen de transport local, les felouks ne servent aujourd'hui qu'à promener les touristes. Un excellent gagne-pain pour leurs propriétaires, qui en prennent donc le plus grand soin. تعبان Dans l'Antiquité, Assouan était déjà un puissant carrefour commercial sur les routes venant de l'Afrique et de l'Inde. Carrefour commercial, mais aussi carrefour ethnique, car bien que depuis longtemps arabisés, les Nubiens à la peau noire s'apparentent davantage aux tribus des sources du Nil bleu en Éthiopie qu'aux Égyptiens de type saharien. Et de cette différence ethnique et culturelle, les Nubiens sont fiers, qui continuent de parler le Kémoussi et le Mahassi, deux variantes de leur langue ancestrale. Voulant en savoir un peu plus sur cette différence nubienne, nous avons suivi Ibrahim, un jeune felouquier qui guettait le client sur les quais d'Assouan. Remontant le cours du Nil, il nous mène chez lui, dans son village, situé sur l'île de Séhel. أرجوين جل جارجونا
Je fais ce métier depuis longtemps. Il se transmet de père en fils. Nous, les Nubiens, ça nous plaît. On est au calme, il n'y a aucun bruit. Et puis comme ça, on rencontre de bons clients et on gagne bien notre vie. Ouais, je remercie Dieu. Chaque matin, depuis 7 ans, Ibrahim quitte Sehel à l'aube, à bord de sa felouk. S'il veut avoir une chance d'embarquer des touristes, il doit être à Assouan avant la grosse chaleur. Comme ses 6 frères et sœurs, dont certains sont mariés, il habite avec ses parents. L'émancipation n'est pas à l'ordre du jour devant le poids des traditions et le respect de l'autorité paternelle. Je vis ici depuis 63 ans. Mon père, mon grand-père vivait déjà dans l'île de Sehel. Depuis 2000 ans, toute notre vie est ici. La Nubie cultive les couleurs qui éclatent aux façades peintes des maisons de briques crues ou sur les costumes des femmes. Nous, les Nubiens, tout d'abord, on n'épouse qu'une seule femme. Les Égyptiens, eux, en ont 4 ou 5. On a la réputation d'être honnête, propre et de ne jamais mentir. On est vraiment différent des Égyptiens. La différence semble se dissiper à l'heure des repas, que les hommes se font servir dans la vaste cour intérieure ombragée, tandis que les femmes mangent à la cuisine. Il reste que les Nubiens ont fière allure avec leurs petits bonnets de couleur faits au crochet ou leurs turbans éclatants de blancheur qu'on ne porte nulle part ailleurs en Égypte. En amont de l'île de Sehel se dresse l'ancien barrage d'Assouan. Construit au début du siècle par les Britanniques afin de réguler la crue du Nil, le barrage de granit long de 2 km entraîne la formation d'une vaste retenue d'eau recouvrant la Nubie près de 8 mois par an. Ainsi, c'est en barque que l'on visite alors les temples de l'île de Philae. Au début des années 60, les besoins en eau de l'Égypte sont tels qu'on lance la construction du haut barrage d'Assouan. Mais la nouvelle retenue doit engloutir la totalité des villages et des temples nubiens. Sous le patronage de l'UNESCO s'ouvre alors un chantier gigantesque, tandis que s'engage une lutte contre la montée des eaux. À Philae, on entoure l'île d'une double enceinte de pales planches, afin de l'isoler puis de la sécher complètement. On découpe les temples en 45 000 blocs de plusieurs tonnes que l'on transporte à quelques centaines de mètres de là, sur l'île d'Agilkia, à raser, afin de présenter le même relief que l'île originelle. Vidée de son contenu, l'ancienne île est abandonnée aux eaux du lac. Inauguré le 10 mars 1980, Philae est le dernier temple sauvé au terme de 8 ans de travaux pharaoniques. Philae, c'est le domaine réservé de la déesse Isis. C'est tardivement, sous le règne des derniers pharaons, au IVe siècle avant Jésus-Christ, que s'affirme le culte d'Isis. Épouse d'Osiris, dieu des morts, et mère d'Horus, symbole de la lutte du bien contre le mal, Isis devient l'archétype de la déesse universelle.
Le temple d'Isis, qui domine l'ensemble des monuments érigés sur Philae, est l'un des mieux conservés d'Égypte. Obéissant au plan traditionnel de tous les grands temples égyptiens du Nouvel Empire, il s'ouvre par un pylône monumental haut de 18 mètres dont la façade est décorée de reliefs gigantesques représentant Pharaon sacrifiant des prisonniers ou faisant des offrandes à la triade divine Isis, Hathor et Horus. À la fin du IVe siècle de notre ère, l'empereur Théodose ordonne la fermeture de tous les temples, mais Philae résiste au christianisme. Pendant près d'un siècle, les pèlerins de Nubie continuent à déposer des offrandes à la grande Isis et à graver des prières sur les murs du sanctuaire. C'est à Philae, en 473 de notre ère, qu'est gravé le dernier texte en hiéroglyphes. Au VIe siècle, Justinien fait fermer définitivement le temple dont les chrétiens transforment peu après la salle hypostyle en église. L'histoire de l'hôtel Old Cataract, à la façade victorienne et à la décoration mauresque, se confond avec celle de l'occupation britannique en Égypte. C'est l'époque des hôtels flottants à vapeur remontant le Nil et des fastes monarchiques. Winston Churchill, Nicolas II de Russie, le dernier tsar, les souverains d'Égypte, tout le Gotha se retrouve sur la terrasse du Old Cataract pour admirer le spectacle des Félouks glissant sur le Nil dans la chaude lumière du soleil couchant. La nuit venue, le souk d'Assouan s'anime d'une foule souriante et bigarrée. Au moment de la construction du haut barrage, 100 000 Nubiens ont été évacués des zones inondées. 30 000 d'entre eux sont partis vers Khartoum et le Soudan. Les autres se sont installés de gré ou de force en Égypte, sur un lopin de terre donné par le gouvernement égyptien, ou bien sont devenus serveurs, ou bawab, c'est-à-dire portiers au Caire. La plupart est restée à Assouan. Intégrés à la vie du souk, ils exercent sans doute l'un des innombrables petits métiers qui en font tout le charme. Parmi tous les métiers, celui du repasseur, un fer de fonte accroché au pied, est certainement le plus surprenant.
Comme en écho à notre visite dans l'île de Séhel avec Ibrahim le Feloukier, nous emportons de notre dernière flânerie dans les rues d'Assouan des sensations enivrantes, faites de couleurs et de senteurs africaines et orientales mélangées. Ce sont des dattes noires d'Assouan. Elles sont très fortes. Là, ce sont des dattes qui viennent du Soudan, plus douces. Celles-là viennent de Nubie. Nous sommes maintenant à bord du Nubian Sea, qui navigue sur le lac Nasser, au-delà du grand barrage d'Assouan. Le Nubian Sea naviguait à l'origine sur le Nil, entre Luxor et Assouan. Pour amener le navire jusqu'au lac, il fallut franchir les 2 barrages d'Assouan. Alors, on scinde le navire en 2 parties que l'on place sur des rondins en caoutchouc. Mètre par mètre, on hisse les 2 parties du bateau par-dessus l'obstacle avant de les redescendre de la même façon jusqu'au niveau du lac où elles furent réunies. Depuis cette aventure et l'ouverture du tourisme en Nubie, un chantier naval a été installé du bon côté du barrage. Bon, personnellement, depuis 1964, je n'avais pas revu mon pays natal. Alors, les croisières, commencées il y a 3 ans, m'ont donné quand même l'occasion de revoir, de faire un petit pèlerinage vers mon pays d'origine. À l'époque du sauvetage, l'idée même d'une croisière sur le lac Nasser à la découverte de tous les temples nubiens étant inimaginable, on décida de déplacer le temple de Kalabcha sur un nouveau site près du grand barrage afin d'en faciliter l'accès. À l'origine, ce temple de Kalabcha se trouvait à 50 km au sud. Donc Kalabcha, c'est le nom actuel du temple qui s'appelait à l'époque gréco-romaine Talmis. Suivant Mohamed, notre guide, nous pénétrons dans une cour immense, entourée de portiques à colonnes, où les fidèles avaient accès au moment des grandes fêtes. Kalabcha s'inscrivait à l'intérieur du Dodécachène, immense terrain pénétrant de 120 km à l'intérieur de la Nubie septentrionale, et à l'intérieur duquel les Ptolémées avaient rassemblé les lieux de culte dépendant du domaine d'Isis à Philae. Mais c'est à Mandoulis que le temple de Kalabcha est dédié. Mandoulis, un dieu local, représentait la tête surmontée d'un diadème et que les Égyptiens identifiaient à Horus. Laissant le petit temple de Kertassi, consacré à Isis, nous nous dirigeons vers Beth el-Wali, un hémispéos, c'est-à-dire un temple en partie creusé dans le rocher et en partie construit à l'extérieur, remontant à la jeunesse de Ramsès II. On peut y admirer de magnifiques reliefs polychromes mettant en scène le dialogue du jeune pharaon avec les divinités. Ainsi, Ramsès reçoit de Khnum, dieu de la fécondité à tête de bélier, la clé de vie et le souffle divin. Plus loin, il fait l'offrande du vin à Horus, fils d'Isis et d'Osiris, dont il est l'incarnation sur terre. Enfin, tendre façon de s'affirmer l'égal des dieux, Ramsès se nourrit du lait divin au sein de la déesse Isis.
Laissant derrière nous le promontoire de Kalabcha, nous mettons le cap au sud. Le soleil est encore en dessous de l'horizon quand le bateau jette l'ancre près du site de Wadi El Seboua. Nous suivons Mohamed, notre guide, au sommet du tertre qui domine le site, juste à temps pour voir surgir le soleil des eaux du lac Nasser, comme Ra, le démiurge, émergeant de l'océan primordial. Selon la tradition, le soleil renaît chaque matin sous la forme du scarabée Képri, puis, à midi, au sommet de sa puissance, il devient Or Ardi, le soleil triomphant à tête de faucon. Abandonné par l'homme du XXe siècle, il semble bien que ce coin de Nubie soit redevenu celui des dieux de l'ancienne Égypte, dont même le scorpion faisait partie. Nous sommes à 160 km au sud du haut barrage, sur le site où un second ensemble de temples fut regroupé dans les années 60. Seul le bateau permet d'accéder au temple de Daka, qui se trouvait à l'origine 40 km plus au nord. Ce temple d'époque ptolémaïque fut commencé par le roi Ergamène, descendant des pharaons noirs qui avaient conquis l'Égypte au 8e siècle avant Jésus-Christ. Une fois retournés en Éthiopie, dans leur royaume de Napata ou de Méroé, ils perpétuèrent au cœur de l'Afrique le culte de l'ancienne Égypte, allant même jusqu'à édifier des pyramides. Le temple est dédié à Thoth, le babouin, dieu de l'intelligence. Sur ce relief, Thoth essaie de ramener en Égypte Sermet, la lionne, surnommée la lointaine depuis que son père, Ra le démiurge, l'a envoyé en Nubie pour détruire l'humanité ingrate de ses bienfaits. Dans cette allégorie, le retour de la lointaine, charmée par Thoth, symbolise en fait le début des crues bienfaitrices du Nil. Si pendant des millénaires, jusqu'à la création du haut barrage et la formation du lac Nasser, les Égyptiens ont guetté les inondations nourricières, c'est que la vallée du Nil, où se concentre toute l'agriculture, ne représente qu'1% de la superficie totale du pays. Le reste n'est qu'un immense désert de sable et de rocailles que seuls traversent les caravanes de dromadaires venus du Soudan. On vient du sud, près d'Abou Simbel, et on se dirige vers Darao, au nord d'Assouan. On suit la piste, on a déjà marché une nuit pour arriver jusqu'ici. Ensuite, on continue vers Assouan. Après, pour faire le voyage d'Assouan jusqu'à Darao, il faut compter environ 6 jours et 6 nuits. En général,
On marche chaque jour de 6 heures du matin jusqu'à 10, 11 heures le soir. ولحد حوالي الساعة 11 أو 10 بالليل. Même si le haut barrage a ses détracteurs qui l'accusent d'appauvrir les berges du Nil en retenant le limon, il a permis d'électrifier des milliers de villages et en régulant le cours du fleuve, d'augmenter la production agricole. Pourtant, ces bienfaits ne semblent pas concerner la Nubie. Malgré l'eau du lac, les paysans qui s'installent ici doivent s'armer d'une foi de pionniers pour subsister. Wadi El Sebwa fait partie des nombreux temples nubiens qui, de Beth El Wali jusqu'à Abu Simbel, portent l'empreinte de Ramsès II. Wadi El Sebwa, la vallée des lions, nous rappelle qu'à l'époque des pharaons, les lions étaient encore nombreux en Égypte. Dans les temps primitifs, au débouché des oueds où les fauves venaient boire, des temples leur furent consacrés. Il semble même que les Égyptiens aient parfois domestiqué le fauve, comme Ramsès II qui en fit son compagnon de guerre. Ainsi, devenu sphinx, autrement dit lion, symbole de la puissance, Pharaon pouvait-il veiller sur le sanctuaire? Après avoir franchi le pylône qui marque l'entrée du temple, nous pénétrons dans une cour ornée de statues représentant Osiris, symbole de la vie après la mort, sous les traits de Ramsès. Quand l'Égypte fut christianisée au 1er siècle de notre ère, c'est tout naturellement que les temples de l'ancienne religion furent transformés en églises, afin d'y célébrer le nouveau culte. Mais à Wadi El Sebwa, dans le petit Spéos, sanctuaire taillé dans la roche, les reliefs représentant les anciennes divinités ont, semble-t-il, mieux supporté l'épreuve du temps que le visage des saints peints sur les murs. Quittant Wadi El Sebwa, nous reprenons notre croisière en direction du sud.
nous approchons de la rive. Pourtant, rien ne semble signaler le prochain lieu d'accostage. La forme d'une montagne peut-être ? Dans la passerelle, les instruments de navigation semblent relégués au rang d'accessoires de décoration. Le Reis, commandant du navire, se fie à son expérience, lui qui naviguait dans cette région avant qu'elle ne soit engloutie. Là où se trouve le lac, le Nil ne ferait autrefois qu'un étroit passage pour la navigation. Les gens vivaient sur les deux rives. Il y avait beaucoup de petits villages, à droite, à gauche, un peu partout. Oui, la vie était sans problème. Dès que les travaux du barrage ont commencé, ça s'est élargi peu à peu, puis tous les villages ont été noyés, et le lac a pris possession de la vallée. Et auparavant, les autorités ont déplacé les gens vers Assouan. Une fois encore, grâce à son faible tirant d'eau, le Reis amène son navire jusqu'à la rive rocheuse, dans laquelle la proue semble comme s'encastrer. Des pêcheurs venus d'on ne sait quel village lancent leurs filets dans les eaux bleutées. Le lac Nasser est en fait un véritable vivier où prolifère le bolti, une espèce de carpe gigantesque. Mais ces poissons ne sont pas les seuls à avoir profité de la création du lac. Les crocodiles ont fait leur réapparition. Ces anciens habitants du Nil, dont ils ont aujourd'hui totalement disparu, du moins en Égypte, se prélassent parfois sur les rives des innombrables criques qui bordent le lac. Tout près de la rive, nous découvrons le temple d'Amada. Il s'agit là des restes d'un temple périptère que Thoutmôsis III édifia il y a 3500 ans en l'honneur d'Amon-Ré. À l'exception d'une immense stèle gravée d'hiéroglyphes majestueux incrustés de pâte bleue, les murs du naos sont recouverts de reliefs polychromes racontant l'histoire de la fondation du temple. On y aperçoit ainsi Pharaon, qui en présence d'Amon s'affaire à la construction à l'aide d'instruments devant servir à orienter le temple par rapport à l'étoile polaire. À cause de la finesse de ses décors et en raison de sa taille modeste, le naos du temple d'Amada ne fut pas découpé au moment de son sauvetage. Malgré ses 900 tonnes, il fut soulevé du sol et déposé sur un chariot installé sur des rails de chemin de fer. Il fallut 3 mois pour effectuer le trajet de 2600 mètres jusqu'à son nouveau site, 65 mètres plus haut.
Accompagné par la Semsemia, lyre à 5 cordes, le chant du gardien nous accompagne, évoquant, dit-on, le souvenir des villages disparus et des maisons englouties. Les fresques qui décorent les murs du temple de Der nous racontent d'autres histoires plus anciennes, comme celle de l'arbre sacré, dont les feuilles symbolisent les millions d'années de vie accordées au pharaon. Ou bien celle de la barque sacrée, avec ses rameurs à la peau noire, agenouillés à la proue de l'embarcation. Peut-être figurent-ils les ancêtres nubiens des hommes qui gardent aujourd'hui les vestiges du pays disparu. Depuis notre départ d'Assouan, nous avons franchi 230 km. La région au-dessus de laquelle nous naviguons était gouvernée à l'époque du Nouvel Empire par le vice-roi du Kouch, nom de la province allant de la seconde à la 4e cataracte. Les pharaons y font bâtir de nombreuses forteresses afin de surveiller ce chemin de communication essentiel reliant l'Afrique noire à la Méditerranée. Cassibrim est l'une d'entre elles. La falaise de Cassibrim, dont seul aujourd'hui le sommet émerge des flots, dominait autrefois la vallée du Nil. Occupée par les Ptolémées, les Romains et même les Mamelouks, Cassibrim est jusqu'au XVIe siècle de notre ère coiffée d'une cathédrale. La Nubie devenue musulmane au milieu du XVe siècle, la cathédrale d'Ibrim est transformée en mosquée. Puis, le site est abandonné en 1812. Assouan est maintenant à 280 km derrière nous au nord, tandis qu'à moins de 40 km au sud se trouve le Soudan. Notre croisière sur le lac Nasser touche à son terme, pourtant chacun sait
que le plus grandiose n'est pas encore venu. On observe le rivage, on scrute l'horizon. Et puis, la rencontre tant attendue se produit. Abou Simbel est là, devant nous. En 1965, commencent les travaux de sauvegarde d'Abou Simbel, menacé de disparition par la montée des eaux du barrage. Les deux temples, et notamment les 4 colosses du grand temple représentant Ramsès II, sont alors découpés à la scie en plus de 1000 morceaux, pesant pour certains jusqu'à 30 tonnes. De la même façon, on prélève la pierre de surface des falaises afin de pouvoir reconstituer le site original dans sa totalité. Accompagnant sur le chantier d'Abou Simbel Christiane Desroches-Noblecourt, l'égyptologue française à l'origine de la croisade pour sauver les temples de Nubie, André Malraux, alors ministre de la Culture, s'exclame. Le style égyptien s'est élaboré pour faire de ses formes les plus hautes des médiatrices entre les hommes éphémères et les constellations qui les conduisent. Il a divinisé la nuit. Après quoi, le style égyptien, pendant 3000 ans, traduisit le périssable en éternel. Chaque énorme bloc numéroté est alors soulevé avec d'infinies précautions, puis transporté vers sa destination finale, située 64 mètres au-dessus de l'emplacement d'origine. En 1968, 3 années seulement après le début des travaux, les temples d'Abou Simbel sont intégrés à une montagne artificielle présentant le même aspect et la même orientation que la falaise choisie il y a près de 3000 ans par Ramsès II en personne. Le grand temple d'Abou Simbel est l'œuvre d'un pharaon au fait de sa puissance. Ce temple n'est pas érigé à la gloire d'un dieu, mais à celle de Ramsès II. 4 colosses royaux hauts de 20 mètres le représentent, assis sur le trône. Ainsi, avant même de pénétrer dans le sanctuaire, une idée simple et essentielle s'impose. Pharaon est le temple est Pharaon. Ne pouvant ignorer totalement les dieux, Ramsès II a donc ménagé une petite place au milieu de la façade à Reurarti, le soleil à son zénith représenté sous l'aspect d'un homme à tête de faucon. Blottis au pied des colosses, on découvre de minuscules statues représentant la famille de Ramsès II, Tiye, sa mère, Néfertari, son épouse, ainsi que ses enfants. Une fois encore, nous suivons Mohamed, notre guide, pour une visite matinale au Grand Temple avant que n'affluent les visiteurs. Avec son énorme clé en forme de ankh, hiéroglyphe symbolisant la vie, le gardien nous ouvre la porte du sanctuaire. Les rayons du soleil qui pénètrent dans le temple inondent de lumière les colosses représentant Osiris, le dieu des morts tenant le sceptre et le flagellum et dont le visage est celui du pharaon.
simples allégories sur le thème du chef tout-puissant et du guerrier victorieux, ou bien scènes relatant des faits historiques. Tous les murs du pronaos sont décorés de reliefs à la gloire du pharaon. De toutes les guerres qui ont marqué le long règne de Ramsès II, la bataille de Kadesh contre les Hittites est de loin la plus célèbre, mais aussi la plus controversée. Bien qu'abondamment présentée comme une victoire sur les murs du temple, il n'y eut en fait à Kadesh ni vainqueur ni vaincu. En pénétrant dans la salle hypostyle, le culte de la personnalité de Ramsès II semble s'estomper. Les récits de bataille cèdent la place à des scènes d'offrandes aux dieux. Dans le vestibule qui précède le Saint des Saints, on retrouve des scènes liturgiques traditionnelles comme le transport de la barque sacrée. À 65 mètres de la porte d'entrée, au cœur de la montagne, on pénètre enfin dans le sanctuaire. 4 statues assises sont taillées dans la roche. Réoarti, le soleil au zénith, Ramsès II, Amon-Ré et Ptah, le dieu des ténèbres. Comme l'annonçait la façade du temple, Ramsès II est l'égal des dieux. Lorsque Ramsès II aperçoit le site d'Abou Simbel, avec ses 2 mamelons de grès rose, distants d'à peine 50 mètres, il interprète cette vision comme un signe des dieux et décide d'y bâtir 2 temples dont le plus petit est dédié à son épouse bien-aimée, Néfertari. La grande épouse royale y apparaît sous les traits de la déesse de l'amour, Hathor, qui met au monde chaque matin le soleil. La nuit est tombée sur Abou Simbel. Sur le pont du bateau, l'équipage entonne des chants nubiens pour marquer la fin de la croisière. À quelques mètres de là, les énigmatiques colosses d'Abou Simbel émergent de l'ombre. Tels des phares irradiants de lumière, ils veillent pour l'éternité sur les souvenirs engloutis de l'ancienne Nubie.